Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du sport. Le sport comme un outil pour fédérer ses équipes. On va en parler avec Pierre Guirard. Il est le PDG et cofondateur de Wiz Group et il pratique, et ses salariés aussi, d'ailleurs, on va en parler. Le triathlon, c'est une épreuve assez incroyable. Il va nous en parler. Smart Philo, tiens, une question très philo. À qui appartient l'entreprise? On parlera de Patagonia, j'en suis sûr, avec Xavier Pavie, les philosophes et professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination. Le cercle RH, un grand entretien. Alors ça va intéresser évidemment vous qui êtes entrepreneur. Un leader, qu'est-ce que c'est? On va tenter de répondre à cette question à travers une grille presque freudienne, à travers le livre écrit par Gérald Karsanti. Il est le PDG de SAP France et il a écrit son livre, le dernier, Bâtir une équipe. C'est chez Erol. Il est notre invité pour un grand entretien. Et puis, fenêtre sur l'emploi, les bornes de recharge électrique. Bah oui, tous ceux qui ont une voiture électrique se rechargent sur des bornes, soit sur des autoroutes, soit à domicile. C'est un secteur qui recrute énormément et on en parlera avec Alexandre Bogols. Il est DG de DBT, un des leaders français du secteur. On fera le point justement sur l'électrique à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job et on parcourir. Bien dans son job, bien dans son corps aussi, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet dans cette rubrique, des salariés qui sont bien dans leur corps, c'est des salariés qui sont engagés. Et on parle de sport, on parle même de triathlon, et on en parle avec vous, Pierre Guirard. Ravi de vous accueillir. Alors, vous n'êtes pas un champion d'Europe de triathlon, il faut être précis, vous êtes le PDG, cofondateur de Wiz Group, qui est une entreprise qui est dans le domaine de la tech, qui est une plateforme. On va en parler avec vous dans quelques instants. Pratiquant passionné de triathlon, et vous avez embarqué tout le monde dans un défi incroyable. Il y a quelques semaines, vous en sortez à peine. Vous avez des courbatures encore? Non, pas du tout. Pas de courbatures. Récupère vite. Triathlon en 3 morceaux, dans 3 régions différentes. Du vélo sur un segment un peu historique. On va évidemment de la nage sur un lac. Et puis Chambord pour la partie marche à pied. D'abord, un mot sur vous. Pourquoi avoir lié les deux, le sport et l'entrepreneuriat? Les deux sont liés? Oui, je pense que nous sommes des gens de défi. Dans notre quotidien, on a la chance d'avoir une entreprise qui croit fortement. Et on a tous les jours à faire face à des challenges multiples. Et donc le sport, finalement, c'est la continuité de ça. Moi, je suis un vrai passionné. Et à un moment, après avoir eu quelques défis individuels, j'ai souhaité les partager avec mon équipe. Alors 2018, ça avait existé. 2020, ça s'était arrêté, Covid évidemment. Puis là, vous l'avez repris. Qu'est-ce que ça provoque en vous? On va parler tout à l'heure du leader. Et vous êtes un leader. Vous avez créé votre entreprise. Elle se développe, elle marche très bien. Ça fait quoi pour un patron, un leader, de voir presque 3/4 de ses collaborateurs qui sont en train de nager dans un lac plutôt froid et qui se battent? Ça vous fait quoi? C'est une aventure absolument extraordinaire. Je dois dire qu'entre le moment où on a eu l'idée en 2018, avec mon ami Stéphane Leca, qui est patron des équipes de France de nage en eau libre, a décidé le premier défi entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer, 14 km. Je vois très bien. Il y a de la vague. Il y avait de la vague, 1 mètre, voilà. Et on s'est entraîné pendant 1 an. Entre ce moment-là, qui était le départ, et aujourd'hui, on a fait nos 3 sports, nos 3 défis, 3 lieux différents, mythiques. Je dois dire que ce que je retiens de plus fort, c'est la participation des gens, l'enthousiasme. Il y a des gens qui se redécouvrent, qui reviennent, qui reprennent goût au sport, qui reprennent confiance en eux, en leur corps, c'est ce que vous disiez en introduction. Et ça, c'est extrêmement fort. Oui, parce que le défi, c'est que l'entreprise Wiz, vous ne les avez pas sélectionnés en recrutement sur leur qualité, sur le 42 km, le marathon ou les 120 bornes à vélo. Vous les recrutez pour leurs compétences et vous les embarquez sur autre chose. C'est ça aussi le défi. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on nous pose la question quand même pendant les entretiens. On recrute énormément de gens. Donc oui, vous demandez, j'imagine. On nous pose la question, est-ce que c'est absolument nécessaire de faire du sport? Non. Chez Wiz, ce n'est pas absolument nécessaire. Par contre, il y a aussi des gens qui ne faisaient pas de sport et qui reviennent au sport ou qui s'y mettent. Et ça, je pense que c'est important, ça crée une émulation. Je pense que c'était pas l'objectif de départ, mais finalement, on a créé notre propre ADN, notre marque employeur aujourd'hui. Les gens nous reconnaissent à travers cet esprit de défi, pas forcément cet esprit de challenge sportif uniquement, mais vraiment l'esprit de défi. Quand vous avez marché sur les chemins de Chambord, de Saumur, région que je connais bien, vous êtes équipé avec du Wiz, il y a un peu de publicité, vous racontez aussi votre histoire, parce que c'est aussi ça la marque employeur. Bien sûr, donc on raconte notre histoire, on est évidemment marketé Wiz, on est très organisé.
un médecin suivi par un suivi médical forcément obligatoire, une logistique à toute épreuve, photographe pour garder des souvenirs évidemment, voir un peu de vidéo. Donc oui, c'est très encadré, c'est très bien préparé, parce que c'est la clé. Les gens doivent être entraînés. Il n'est pas question de faire prendre le moindre risque à nos collaborateurs. Votre RH vérifie quand même que on a fait les footings qu'il fallait, les préparations. Enfin, il y a un suivi quand même. On a des coachs qui nous accompagnent pendant quelques mois, un an, quand on a la possibilité de s'entraîner, qui nous accompagnent et qui jugent. Et ce n'est absolument pas moi qui dois le faire, qui juge si la personne peut participer. Apte ou pas apte. Voilà. Ça arrive de temps en temps. C'est un investissement, ça, RH? Parce que c'est un investissement quand même que vous faites pour vos salariés. Oui, c'est un investissement. Je pense que c'est aussi un investissement pour tout le monde. C'est en dehors des heures de travail. Donc chacun s'entraîne s'il en a envie. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. On a un taux aujourd'hui de participation qui est proche, vous l'avez dit, entre 60 et 70%, ce qui est beaucoup. Mais c'est sur la volonté des gens et ça se prépare comme on prépare un entretien, comme on prépare une négociation commerciale, on prépare un défi sportif. La performance, parce que il y a les 30%, alors ils font quoi? Ils sont dans la voiture balai, ils sont dans la voiture, ils font les cafés, ils coupent les citrons, parce qu'il y a quand même ceux qui n'y vont pas. Bien sûr. Ils ne se sentent pas un peu seuls, ils ne se sentent pas un peu isolés. Comment on les intègre aussi, ceux-là? C'est très important, cette partie-là est très importante. Alors, chaque année, on progresse. Le nombre de personnes, de participants est de plus en plus important. Cette année, on a introduit la marche en plus de la course à pied. 245 km Au total, oui. Au total, course à pied et marche. Voilà, en relais. Évidemment, ce sont des relais. Donc, il y a des gens rassurez. qui sont impliqués sur la marche, qui n'étaient pas participants des autres challenges. Et puis, on a aussi fait des animations. Sur le challenge précédent, on avait un home trainer et chacun faisait au bureau 15 minutes par jour pour accompagner une étape, alors que les petits camarades faisaient 10 heures sur le... Chacun fait quelque chose. Exactement, c'est ce qu'on essaye. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas pour des raisons évidemment familiales ou très personnelles, mais on essaie d'embarquer toute l'entreprise. Il y a l'engagement, il y a la marque employeur, on l'a évoqué, parce que c'est aussi l'image de Wiz Group qui se balade, qui est vue sur les réseaux sociaux, qui montre que vous êtes un patron très engagé. Et puis l'air de rien, c'est un vrai sujet, mais très asiatique, je dirais très chinois, vous contribuez aussi à réduire le déficit de la Sécu, parce que vous avez des collaborateurs qui arrêtent de fumer, qui arrêtent de boire, et qui vont mieux. Je pense que les gens vont mieux, ça c'est sûr. Alors, on ne peut pas combler tous les déficits de chacun d'entre nous. Non, bien sûr. Bien, mais par contre, on peut évidemment œuvrer dans le bon sens. Et si on regarde ça de manière très positive, en prenant beaucoup de recul, je pense qu'on fait du bien aux gens. Et indéniablement, ils font aussi du bien à l'entreprise, ce qui est le jeu de cet exercice. Pour vous, c'est vraiment une opération gagnante. Je reviens à vous en tant que leader. On va en parler tout à l'heure dans le grand entretien. On a le sentiment qu'il y a chez vous ce désir de partage. C'est-à-dire que vous êtes un leader qui avait envie de partager. Oui, je pense que c'est profond chez moi. J'ai eu la chance de faire plein de défis très personnels. Et à un moment, c'est peut-être le privilège de l'âge, à un moment, j'ai décidé de partager ça avec mes collaborateurs et de vivre une véritable aventure humaine. Et c'est ce que l'on fait. Et au-delà de l'entrepreneuriat, parce qu'évidemment, on le fait aussi pour l'entreprise, mais au-delà de ça, je veux dire, ça dépasse ça permet de vivre des choses à titre personnel qui sont extrêmement fortes. Le dépassement, l'engagement, le courage, être opiniâtre aussi dans les entraînements et puis finalement prendre plaisir à venir bosser dans l'entreprise. Parce que oui, et puis ça casse aussi des frontières finalement. Quand vous prenez votre douche avec votre collaborateur au bord d'un lac le matin à 7h, quand vous reparlez à 9h au bureau, je veux dire, la relation est forcément différente. On ne se regarde plus pareil. Exactement. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci Pierre Guirard. L'année prochaine, vous en refaites une, hein, évidemment. Il y a un Wiz Group qui va se balader. On ne sait pas, c'est surprise. Vous ne direz rien, j'en suis sûr. PDG, cofondateur de Wiz Group, avec ce triathlon un peu particulier, le Wiz Tri Challenge, qui aura lieu en 2023. Merci de nous avoir rendu visite. Tiens, on va parler d'un sujet qui intéresse le chef d'entreprise que vous êtes et qui fait écho à notre échange. À qui appartient l'entreprise? Ça, c'est une vraie question et on en parle dans Smart Philo. Smart Philo, avec un sujet alors vraiment totalement philosophique. À qui appartient l'entreprise? C'est la question que vous vous posez et à laquelle vous allez tenter de répondre. Xavier Pavie, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination, auteur d'un certain nombre de livres chez... Au PUF. Au PUF. Votre dernier livre, c'était... Exercice spirituel philosophique. C'est celui-ci. Absolument. Absolument. À qui appartient l'entreprise, Xavier Pavie? Parce que c'est un sujet qui va mettre en perspective ce qu'on avait vu avec Yvon Chouinard de Patagonia, si je ne me trompe pas. Absolument. Le fondateur de Patagonia, qui effectivement a décidé de léguer
son entreprise à la nature. Et c'est intéressant de voir finalement comment ça va marcher. Alors c'est une ONG, cette ONG-là, elle va appartenir... Alors la famille Chouinard va en faire partie. Et il est décidé que chaque année, ils regardent les comptes, ils font de l'investissement. Et ce qu'il reste, c'est l'ONG qui décide à qui on va rétribuer pour des causes écologiques, à telle association ou telle autre. C'était une entreprise, il faut le rappeler, Patagonia, déjà très engagée sur les questions d'écologie, sur le sourcing des produits. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça dit, ça? Alors ça dit plusieurs choses. La première chose qui est un peu frappante, c'est comment Yvon Chouinard considère l'humain. Parce qu'en fait, il n'y croit pas tellement à l'humain. Il dit, si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'aurais pu vendre l'entreprise en bourse, vendre l'entreprise d'une manière générale, mais finalement, je ne suis pas sûr que la pérennité de la marque va continuer. Ou j'aurais pu justement la mettre en bourse, mais il dit, là encore, même si on a les meilleures intentions du monde, finalement, le court terme va rattraper les institutions et ça va être la rentabilité. Donc vendre, non, parce qu'on ne sait pas la maîtriser, la marque, et la mettre en bourse, non plus, parce que l'on ne va pas pouvoir non plus maîtriser à moyen et long terme. En fait, ce qui renvoie la mettre en bourse, que les hommes ne sont pas forcément très bons, même s'ils sont pleins de vertus au début. C'est ce qu'il dit, en le mettant en bourse, on ne sait pas ce que l'entreprise devient. Ouais. On va jouer avec mon entreprise. Exactement. On va spéculer avec mon entreprise. On va spéculer, on ne va plus la garder. Je me permets, quand on a préparé cette émission, de citer Yvon Chouinard. Je ne crois pas vraiment que les humains soient mauvais. C'est juste que nous ne sommes pas des animaux très intelligents. Aucun animal n'est assez stupide pour souiller son seul nid, sauf les humains. Exactement, c'est une phrase qui dit tout et qui renvoie évidemment à la place du vivant et des animaux parmi les hommes. Pourquoi cette position d'une entreprise de vêtements de sport? Parce que Patagonia, ce sont des vêtements de sport et de montagne et de rando. Alors on ne peut pas dissocier Patagonia du fondateur. C'est un alpiniste, un fervent écologiste. Il avait inventé dans les années 50 les coinceurs. Si vous faites de l'escalade, il y a des coinceurs en aluminium pour pouvoir éviter d'abîmer la paroi. Donc c'est lui qui a créé ça. Donc il a toujours eu des convictions très fortes. C'est quelqu'un qui lisait Henry David Thoreau, qui lisait Emerson, c'est-à-dire des philosophes américains écologistes. Et il a toujours été dans cette veine-là. Alors c'est les années 50, c'est les années 60. C'est effectivement la philosophie américaine où l'importance de la nature est au centre. On va voir émerger ça avec les parcs de Yosemite, dans lesquels les premiers grimpeurs vont aller se rapprocher de la nature. C'est vrai. Qui renvoie donc à la question que vous posez et qui nous interroge, à qui appartient donc l'entreprise? Parce que Yvon Chouinard a dit plusieurs fois, j'ai eu des occasions de vendre l'entreprise, mais je la garde, je le cite encore, je la garde pour m'en servir comme un outil. Et l'outil, c'est quoi? Une cause de la nature. Donc, avant même à qui appartient l'entreprise, c'est à quoi elle sert. Et ce point-là est déterminant. Ça signifie quoi finalement que cela est détenu par l'État, par le gouvernement? C'est quoi l'idée? Parce qu'il y a un débat marxiste qui avait été posé par Marx. Elle appartient à tous ceux qui évidemment contribuent à créer de la valeur. Ça, c'est très marxiste. Ouais. Chouinard, il dit quoi? C'est un pas de côté par rapport à cette théorie-là? Alors, vous avez encore une fois posé des bonnes questions, Arnaud, parce qu'il y a la question à qui ça peut appartenir. Ça peut appartenir à des salariés, ça peut appartenir à des clients, les mutualistes par exemple. Mais la question va être non pas à qui elle va d'une certaine manière ou être le propriétaire, ou qui va être le propriétaire, parce que vous avez raison avec les idées marxistes dans lesquelles il n'y a pas de propriété privée, non, ou chez Proudhon, la propriété c'est du vol. En fait, la question, ce n'est pas la propriété, c'est l'appartenance. L'appartenance, ça veut dire quoi? L'étymologie d'appartenance, Arnaud, c'est se servir d'eux. Alors, se servir de quoi? C'est se servir de l'entreprise pour une cause. Je ne veux pas la posséder, je ne veux pas en être le propriétaire, mais je veux qu'elle appartienne à quelque chose. Je veux m'en servir. Je veux m'en servir pour une cause écologique, et le propos de Patagonia, c'est ça. Je veux me servir de l'entreprise, donc qu'elle appartienne à la nature. Ça peut fonctionner, ça peut marcher pour toutes les autres entreprises, parce que ce que fait Yvon Chouinard, pour l'instant, il n'y a pas eu comme ça d'effet domino. Je n'ai pas vu d'autres entreprises qui ont dit tiens, on va faire pareil. Vous savez, on pourrait mettre en perspective notre discussion sur Patagonia et ce qu'il a été annoncé avec une autre dans l'actualité, qui est cette entreprise chinoise, Fujian, qui en fait a nommé un PDG absolument en IA. Alors c'est une en l'occurrence. C'est une. En tout cas, elle a la forme. Elle a la forme et un visage de femme. De femme, une IA. Et la question qui se pose, c'est de dire, mais regardez, vous avez Patagonia d'un côté proche de la nature et de l'autre côté une intelligence artificielle. Mais en fait, on peut reposer la question de manière différente. L'intelligence artificielle est programmée pour une performance, pour une mission. C'est pour ça qu'elle a été faite. Mais si nous repensions la mission et la performance de cette IA pour le bien commun, alors justement, l'IA pourrait tout à fait rejoindre les propos d'Yvon Chouinard en disant, on va servir la nature. Et dès lors,
mon point au tout début de notre chronique sur j'ai pas vraiment confiance en l'humain, est-ce qu'il est méchant ou pas, l'intelligence artificielle va justement résoudre ce problème. C'est pas pour challenger votre propos, mais c'est l'homme qui fabrique cette IA, qui va le fabriquer. Il faut que l'homme soit doté de vertus lorsqu'il va créer cette IA et ce personnage virtuel. On est d'accord ? Absolument. Cette PDG peut être tout à fait tournée vers la nature s'il le souhaite, ou elle peut être tournée que vers les marchés et ne s'intéresser qu'à la rentabilité et au profit. On est d'accord ? C'est bien. Donc on revient bien à l'homme. C'est bien le propos. On va dire, d'une certaine manière, on préférerait que ce soit Yvon Chouinard qui va programmer l'intelligence artificielle. C'est exactement ça. Que quelqu'un d'autre qui va justement être tourné vers la rentabilité à court terme. Vous avez parfaitement raison. La question, c'est comment allons-nous donc former les ingénieurs qui vont effectivement programmer l'IA. Et dans ce cas-là, on peut reformuler notre question sur à qui appartient l'entreprise. Elle appartient à ceux qui vont la programmer. On est d'accord, évidemment, avec un autre débat sous-jacent qu'on traite sur ce plateau, la place des femmes dans la tech, la manière dont on intègre des femmes ingénieurs pour avoir peut-être une mixité et une autre manière d'approcher... Oui, hommes-femmes, mais c'est la diversité nécessaire pour pouvoir programmer cette performance à venir. Merci Xavier Pavie pour ce thème passionnant, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination avec un petit i, c'est ça ? Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser. Alors là aussi, c'est un sujet que vous traiterez ou qui a déjà été traité en philosophie. Qu'est-ce qu'un leader exactement ? Oui, on va apposer, vous allez voir à travers le livre de notre invité Gérald Karsanti, eh bien la grille freudienne, avec des vrais débats sur le narcissisme, l'obsession, l'érotisme. Qu'est-ce qu'un leader ? Qui doit être un leader et comment doit-il se comporter ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre, les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité dans le Cercle RH. C'est un grand entretien, vous l'aurez compris, juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une question philosophique. On va rester un peu dans le smart job, le smart philo, sur qu'est-ce qu'un leader ? Ça, c'est une question fondamentale parce que vous êtes entrepreneur, vous dirigez votre entreprise, vous l'avez fondée, vous avez réussi. Mais qu'est-ce qu'un leader ? Quelles sont les qualités qu'il doit posséder aujourd'hui pour embarquer ses équipes ? C'est une question évidemment fondamentale et on en parle avec Gérald Karsanti. Bonjour Gérald. Bonjour. Merci de faire un détour par le plateau et puis de nous éclairer. Alors, vous êtes PDG de SAP France. Votre carrière, une carrière intégrale dans l'informatique, dans plein de marques, aujourd'hui à la tête de SAP France, auteur de ce livre, et on va en parler longuement, Bâtir une équipe, édition Erol, choisir, former, inspirer. Vous êtes prof à HEC, parce que ça c'est un élément très important dans votre vie. Vous enseignez depuis longtemps à HEC, et ce rapport-là aussi est intéressant dans la transmission. Et puis il faut préciser, je crois que vous y tenez, et on va le préciser, c'est que l'ensemble des droits d'auteur de ce livre, le précédent, leader du troisième type avait été un carton chez Erol. On ne donnera pas les chiffres de vente, je crois que on n'a pas le droit de les communiquer, mais ça avait bien cartonné. Et là, les droits d'auteur seront reversés à l'UNICEF et à la Fondation des femmes. D'abord, un mot sur vous, pour parler de votre livre. On n'écrit pas un livre comme ça par hasard. Ça prend du temps d'écrire un livre. Il faut s'isoler, il faut se couper de sa famille, beaucoup de travail. Pourquoi vous avez choisi de l'écrire ? C'était pour dire quoi, au fond ? D'abord, écrire, c'est la transmission, bien sûr, mais je crois que c'est quelque chose qui nous vient de notre éducation. J'ai grandi avec un père qui écrivait, et donc il m'a beaucoup marqué. Moi, je me souviens l'avoir toujours vu avec un stylo à la main, en train d'écrire. À cette époque, il n'y avait pas encore les ordinateurs. Alors après, il a écrit avec des ordinateurs, mais au début, c'était plutôt un stylo. Et en fait, l'écriture, il y a quelque chose de très... Qui se mélange d'émotions, de sentiments, c'est sensuel. Il y a un côté sensuel dans l'écriture. On est avec sa page blanche et puis il y a un moment à peu près assez unique où on se retrouve le matin. Moi, j'aime bien écrire le matin avec un café et on se dit on va se laisser aller à écrire. Qu'il n'y ait pas de malentendu, vous parlez d'écriture avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. C'est pas un livre technique pour ceux qui veulent s'intéresser à ce livre et qui vont le lire. C'est un livre qui vient plaquer, on va rentrer tout de suite dans le dur, la théorie freudienne et qui vient la poser. C'était la thèse de votre livre précédent qui avait passionné, avec des catégories. Et dans ce livre, vous nous reprenez par la main et vous nous réexpliquez un peu les choses et vous dites, voilà, globalement, il y a plusieurs types de leaders.
On a l'obsessionnel, on a le narcissique, on a l'érotique. Alors commençons tout de suite peut-être par l'érotique, ce qui n'a rien à voir avec un leader qui aime le sexe, les femmes, ça n'a rien à voir avec ça. On va en parler. Ceux qui ont dominé, vous dites, ils ont tenu bon, c'est votre expression, c'est les narcissiques. Pourquoi ceux-là, et des hommes en particulier, ils ont eu le pouvoir et qu'ils l'ont eu si longtemps? Parce que les narcissiques, en fait, ont beaucoup de qualités. À la base, ils ont beaucoup de qualités. On dirait que c'est presque les leaders, le leader idéal. Quand on regarde bien, c'est des personnes qui sont pleins d'entrain, qui sont motivants, qui ont du dynamisme, qui savent entraîner les autres avec eux, qui ont de la passion, qui lâchent jamais. Donc, ils ont beaucoup de points positifs pour être des leaders. Le problème des narcissiques, c'est que lorsqu'ils dévient de la route, et ça arrive tôt ou tard, eh bien, ça coûte très cher. Ça leur coûte très cher à eux. Bon, bah ça, et aux équipes. Mais c'est surtout aux équipes, à ceux qui les suivent. Vous évoluez dans l'analyse, il y a l'obsessionnel, on comprend bien ce qu'est l'obsessionnel, qui est une sorte d'opiniâtreté, puis qui parfois se heurte évidemment à l'opposition, qui crée du conflit, puis il y a l'érotique. Et tout de suite vous dites, ça n'a rien à voir avec l'espèce d'obsession sexuelle, c'est bien autre chose. Et vous nous dites que l'érotique, le leader érotique, c'est celui qui va tout doucement, et qui est en train d'ailleurs de remplacer le leader narcissique. C'est qui et c'est quoi le leader érotique? Parce que vous dites naturellement, l'érotique, il est plutôt en deuxième rideau. Il n'est pas fait pour être leader. Alors en fait, si on veut simplifier, le narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être admiré. C'est vraiment sa caractéristique première. L'obsessionnel a besoin d'être respecté parce que lui, il est sur le contenu, il est sur la valeur, il faut qu'on le reconnaisse sur son savoir, sur sa connaissance. Et l'érotique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Alors, celui qui a besoin d'être aimé, il va créer un cocon dans l'entreprise ou dans l'association ou là où il est, pour que les personnes puissent se développer, puissent rayonner, puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Vous le dites, on est à minima les deux parfois avec une dominante, on est d'accord, on n'est pas que érotique, que narcissique, que obsessionnel. Voilà. Alors la théorie nous vient, comme ça a été dit au début, vient de Sigmund Freud. Certains professeurs, dont Michael Jacobi à la Harvard Business School, l'a adapté au monde du leadership, mais on n'est pas un seul type, on n'est pas narcissique. Alors on peut être narcissique dominant, mais en général, dans la vaste majorité des cas, on est une combinaison de deux de ces trois types. À minima. Oui, en général, c'est ce qui se passe. Et donc, on est un narcissico-érotique ou un narcissico-obsessionnel, etc. Mais Gérald Kersanti, quand vous êtes dans vos équipes SAP, parce que vous avez une vision très en hauteur, on dézoome, on a une vision très philosophique finalement de l'entreprise, mais quand vous êtes dans le business et le travail, parce que vous êtes quand même PDG, vous y mettez ces grilles de lecture-là aussi quand vous êtes dans le recrutement, quand vous constituez votre équipe, parce que vous avez une équipe. Alors, dans le livre, j'aborde beaucoup de théories, pas uniquement celle-ci. C'est vrai. Et en fait, je me réfère en fonction du problème que j'ai à régler ou de la situation à plusieurs théories. Mais bien sûr, j'y fais référence parce que c'est la seule façon de construire des équipes complètes, diversifiées. On va parler peut-être de diversification, mais en tout cas, c'est une diversification de style et de type, et c'est quand même très important. Si on n'a qu'un seul type de profil dans l'équipe, ça va pas fonctionner. Si on a un mélange de personnalités, on a plus de chances d'être créatif et d'avoir des idées intéressantes et de développer l'entreprise dans une direction qui n'est pas convenue, on va dire. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais je voulais quand même le dire, parce que c'est toujours intéressant quand un PDG change de casquette et devient journaliste, parce que par ailleurs, dans ce livre, le dernier quart du livre, c'est que vous avez donné la parole à des inspirants, des fondateurs, des PDG, des personnes qui dirigent de grandes écoles comme Polytechnique, et vous leur avez posé la question comme un journaliste, raconte-moi, dis-moi. Alors il y a des interviews comme un journaliste, puis aussi des textes très libres. Il en ressort une chose assez intéressante, c'est quand vous leur demandez, alors comment tu bâtis ton équipe et comment ça se passe pour toi, en lisant certains témoignages, mais ils ne répondent pas toujours à la question. C'est quoi? Il y a une gêne, ils sont embarrassés, c'est pas le sujet qui les intéresse, ou le sujet les passionne trop et c'est sensible? Non, parce qu'en fait, je pense que c'est un sujet qui est très vaste. En fait, dès qu'on touche à l'équipe, on touche au recrutement, bien sûr, on touche à la constitution d'une équipe, à l'harmonie, au collectif, au dialogue, à la collaboration, on touche à plein de choses, et ça évoque chez les personnes, l'individu lambda réagirait de la même façon. Donc un dirigeant, c'est un homme ou une femme comme tout le monde, et ça génère chez eux une réaction souvent émotionnelle. J'allais le dire, émotionnelle. Oui, et qui les amène à se livrer plus personnellement. Et on a des témoignages, en particulier sur les textes écrits, on a des témoignages qui sont de très beaux textes, avec de très belles choses. De personnes même qui vous remercient en vous disant mais oh merci de me poser cette question. Ça fait tellement longtemps que je veux dire que je n'aurais jamais réussi ce que j'ai fait.
sans mon équipe. Ça, c'est intéressant. Ah oui. C'est-à-dire qu'un leader, c'est comme ça qu'est venue la genèse de ce livre. Quand on a discuté avec l'éditeur d'un nouvel ouvrage, l'idée était peut-être de faire une seconde mouture de leader du troisième type, ce qui me paraissait pas le plus approprié. Et j'ai dit, finalement, un leader, c'est bien, mais un leader seul ne peut rien faire. Il lui faut une équipe. Et l'idée est venue comme ça. Mais vous qui êtes à la tête d'une entreprise, PDG d'une entreprise SAP, qui enseignait à HEC, qui est une école très prestigieuse, qui forme de futurs dirigeants et des cadres, quel message vous leur faites passer? Parce que vous avez un rôle, les enseignants ont un rôle sur la manière, l'attitude, puisque vous évoquez longuement dans votre livre les soft skills, puisque la théorie que vous développez, vous dites, voyez-vous doucement ce que je vous écris là, c'est en fait la définition des soft skills. On parle d'ailleurs. Et vous en parlez largement. Quel message vous faites passer à vos étudiants? Parce que ça, c'est eux l'entreprise de demain. Oui, bien sûr, c'est notre futur. Donc, d'abord, il y a de la théorie, parce que je suis convaincu que quand on maîtrise la théorie, on peut être plus efficace dans l'opérationnel, déjà premièrement. Mais après, sur la partie de la vie dans l'entreprise, la vie tout court, je leur dis, regardez bien autour de vous, vous allez rencontrer tout au long de votre vie, vous allez rencontrer des personnes extraordinaires, ces personnes vont vous inspirer, ces personnes vont vous apporter de la valeur, c'est elles qui vont vous faire grandir. Je leur dis aussi, parce que c'est l'expérience que j'ai eue, qu'il faut très vite comprendre que seul, on ne peut rien faire, parce qu'on ne connaît que très peu de choses, et on a besoin d'avoir autour de nous une équipe de talents, des diversifiés, qui sont capables de nous apporter une sorte de complétude. Et donc, il faut avoir une grande humilité. Et on peut sortir de Polytechnique, d'HEC, de Sciences Po, n'importe quelle école. Tous les diplômes, ouais. Tous les diplômes, on ne connaîtra qu'une bribe de ce que l'on va apprendre tout au long de sa vie. Et surtout, ce qu'on va apprendre, c'est dans les contacts humains. Or, aujourd'hui, la technologie qui est formidable. Je suis patron j'ai passé ma vie dans le digital. Oui. Donc, vous me faites peur. Ce n'est pas moi qui vais dire. Ces gens du digital qui disent attention. Non. Je pense que, comme je le dis souvent, j'ai même posté récemment un papier sur Michel Serres qui parlait du passé et qui disait non, le monde d'avant n'était pas mieux. Le monde d'aujourd'hui est mieux. On vit plus longtemps, on vit en meilleure santé. Et tout ça, c'est grâce à la technologie. Par contre, ce qui est certain, c'est que la technologie a tendance, avec les réseaux sociaux notamment, si on n'y fait pas attention, à nous couper de ce qui est important, c'est-à-dire les relations humaines. Mais c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'à travers ce livre, on se dit, bon, on voit qu'il est très important d'avoir les outils, la théorie, les chercheurs qui, depuis les années 50, d'ailleurs, travaillent aux États-Unis sur les leaders autoritaires, disant d'ailleurs dès les années 50 que globalement ça allait disparaître. Ils ont bien tenu quand même, parce que 70 ans après, il y en a encore. C'est un long processus que les transitions. Vous pensez qu'on est dans une vraie transformation, pour ne pas dire une révolution? On le voit aujourd'hui sur les questions et les débats, pour ne pas dire les polémiques autour de l'égalité homme-femme, sur des attitudes de certains hommes politiques ou de certains décideurs à l'égard des femmes. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde change? C'est douloureux, mais il change. C'est évident. Le problème, et si on regarde l'histoire, je suis passionné d'histoire, quand on regarde l'histoire, malheureusement, les transitions sont longues déjà, elles prennent du temps. Alors peut-être qu'elles s'accélèrent aujourd'hui, mais elles prennent du temps. Et malheureusement, elles évoluent avec des pics. Et puis une fois que le pic est atteint, eh bien, le monde nouveau apparaît. On a vu dans la première partie du siècle dernier, entre 1900 et 1950, il s'est malheureusement passé beaucoup de choses graves. Donc, je ne veux pas être porter mauvais œil, mais la réalité, c'est qu'on voit bien en ce moment qu'on est dans une phase d'évolution sociétale. On voit bien que de nouveaux leaders sont en train d'émerger, mais on voit bien qu'en parallèle, le monde est en train de partir en vrille. Entre la violence, entre les guerres... La violence du quotidien, autorisez-moi. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre ce désir d'être dans la bienveillance, et c'est le message que vous portez sur le plateau, et puis la réalité du quotidien des Français qui disent au quotidien, mais le monde est de plus en plus violent. On voit de la violence, on voit une guerre physique, ce qu'on pensait ne plus être possible. Donc ça arrive, on est reprojeté au milieu du siècle dernier. Donc on est en 1940. Donc on est quoi, sur une ligne de crête? On est sur un moment de bascule, d'équilibre précaire? Oui, et je pense qu'on voit monter des totalitarismes un peu partout, des extrémismes d'ailleurs, même dans l'expression politique. Mais la réalité,
c'est qu'on est en train d'atteindre la crête. Et j'en suis absolument convaincu, une fois que voilà qu'on aura atteint, qu'on aura passé cette phase, eh bien, va émerger une nouvelle société avec les leaders que je décris. Mais le PDG que vous êtes, l'auteur de ces livres, le professeur d'HEC, quand vous avez vos managers en réunion, et vous les avez, qui vous disent, moi j'ai des collaborateurs à fleur de peau, je ne peux plus leur parler, je ne peux plus leur donner d'ordre. Comment vous gérez ces situations-là? Comment vous l'appliquez aussi et comment vous êtes traversé par vos théories? Alors, je ne dirais pas qu'on est parfait chez SAP. Personne n'est parfait, mais je pense que avec les membres du COMEX, on essaye justement de mettre en place un environnement qui permette aux gens de rayonner, d'être le mieux possible. Donc d'éviter ce genre de situation. Et donc, on essaye d'éviter ce genre de blocage. La première des choses, c'est qu'il faut que les collaborateurs soient libres d'expression, libres de frapper à ma porte, de rentrer, de me parler de ce qu'ils ont envie, sans se dire que ça va leur porter préjudice. Alors, c'est pas qu'un discours marketing, c'est une réalité. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de disponibilité, il faut avoir beaucoup d'humilité dans le sens d'accepter qu'on nous dise tout. Y compris des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais c'est ça qui fait la force d'une entreprise et qui permet le progrès. Mais Gérald Kersanti, il y a la vie, on est traversé par les années, par l'expérience. Est-ce que vous avez, parce que vous avez eu en permanence tout au long de votre carrière des postes très importants de dirigeants, est-ce que vous-même, vous avez mûri, vous avez évolué? Est-ce que vous avez changé, vous êtes passé de l'obsessionnel à l'érotique? Parfois, vous avez glissé vers le narcissique. Est-ce que vous avez grandi aussi, vous, personnellement? Alors, je pense qu'on ne change pas vraiment de personnalité. On est comme on est, on grandit, après on la peaufine. Elle se patine. Oui, en fait, on est le produit de notre passé. Donc, c'est l'enfance, c'est les études, c'est les copains, c'est les relations personnelles qu'on peut avoir, c'est l'entreprise, l'environnement, et on devient unique. Nous sommes, vous et moi, nous sommes uniques. Personne ne nous ressemblera jamais, nous sommes uniques. Mais néanmoins, donc moi je pense que la personnalité, elle s'affirme dans le temps, mais elle est un peu. Mais est-ce qu'on est un peu victime de son environnement parce qu'on Par contre, là où j'ai progressé, et ça j'encourage tout le monde à faire la même chose, c'est très, je le dis avec beaucoup de modestie, c'est l'apprentissage. Moi j'ai passé ma vie à apprendre tous les jours, sans exception, je lis. On cherche à apprendre, excusez-moi. Bien sûr, on est d'accord. Bien sûr. Ça vient pas forcément à nous, on va chercher. Il faut faire l'effort. En fait, il faut faire l'effort de regarder des vidéos, des podcasts, d'écouter des podcasts, de lire un livre, et je le fais vraiment tous les jours. Et donc, ça, c'est une hygiène intellectuelle. Oui, parce que c'est ce qui permet d'avoir toujours le sentiment d'être toujours, entre guillemets, dans le coup, quoi. Et de ne jamais rater une idée. Mais même sans parler d'être dans le coup, c'est simplement... moi, je lis un livre et puis tout d'un coup, ça remet en cause certaines idées que j'avais sur un sujet. Là, on est un peu dans les hard skills, dans l'idée d'en permanence s'auto-former au quotidien, en happant tout ce qu'on peut attraper. Ça, c'est les hard skills, mais je voulais parler de votre... caractère, même si votre personnalité est la même, mais votre caractère, est-ce que vous dites, moi aussi j'ai évolué, moi aussi j'ai su évoluer? Bien sûr. Forcément. Bien sûr. D'abord, avec le temps, on réfléchit, certains éléments prennent moins d'importance, d'autres en prennent plus. On réalise des choses aussi, que le temps passe vite, qu'il ne faut pas rater certaines échéances. C'est le temps. C'est des choses bêtes, hein, mais c'est qu'au travail ou dans sa vie personnelle, se tourner vers les gens qu'on apprécie ou qu'on aime. Vous savez, vous arrivez au bureau, le fait de se souvenir déjà des prénoms et les gens, les managers font parfois même plus cet effort. Donc, connaître les personnes, être capable de dire à quelqu'un, j'ai vu ce que tu as fait sur ce dossier client ou sur ce projet, c'est formidable, ça fait avancer l'entreprise, c'est ce qu'il faut faire. C'est l'entreprise bienveillante, c'est Gérald Kersanti, parce qu'à travers l'idée de bâtir son équipe, c'est à la fois de créer un cocon pour les érotiques, et créer une entreprise engagée, donc dynamique, qui crée de la valeur, mais est-ce qu'on va jusqu'à l'entreprise bienveillante? Bien sûr, c'est de la bienveillance. La bienveillance n'a aucun rapport. Des fois, on me dit, oui, mais ça n'est pas possible. Béni, oui. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Une personne bienveillante peut prendre des décisions très difficiles. Quand vous décidez qu'une personne doit changer parce qu'elle n'est pas appropriée pour un job, ce que vous faites en réalité, c'est que vous le faites pour le bien de l'entreprise, parce que vous ne la laissez pas dans un job où elle n'apporte pas de valeur, vous le faites
pour vous, parce qu'en tant que dirigeant, il vaut mieux que vous soyez entouré des bonnes personnes, mais vous le faites pour lui également. Donc décision juste, ça renvoie à la justice. Oui, c'est ça. Vous le faites aussi pour lui parce que il est mieux que cette personne, homme ou femme, aille vers un autre horizon. Donc la bienveillance ne veut pas dire simplement, c'est la façon de le faire. C'est-à-dire que on peut être dans les décisions, on peut prendre des décisions difficiles. Donc c'est la façon dont sans être brutal. C'est ça. C'est la façon dont on dit les choses. Et il faut regarder les 20 dernières années. On a été vers un management beaucoup plus coercitif, parfois, et beaucoup plus brutal. Par obligation, j'ai envie de dire. Enfin, c'est la pression. Voilà, sans blâmer les managers, là. Bien sûr. Voilà. La pression des résultats, il faut délivrer toujours, le trimestre suivant, et on passe. Et à un moment donné, il faut prendre un peu plus de hauteur et se dire que ce qui compte pour bâtir des entreprises et des organisations solides, il faut se donner un horizon et un temps plus long. Lisez ce livre qui vient prolonger Leader du troisième type que vous aviez lu parce que ce livre avait cartonné. Gérald Karsanti, préface de Maud Bailly, avec des témoignages, il y en a plus d'une vingtaine, je ne peux pas tous les citer, qui soient dans les médias, qui soient dans des grandes écoles polytechniques et politiques. Choisir, former, inspirer, et c'est l'art de bâtir une équipe. Top Management, édition Erol. Merci Gérald Karsanti, PDG de SAP France. Les droits d'auteur, et ça c'est très important de leur dire, quand vous achèterez ce livre, iront intégralement à l'UNICEF et à la Fondation des femmes. Et je rappelle que vous êtes professeur à HEC, vos étudiants ont beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On termine avec un sujet, alors fenêtre sur l'emploi, secteur qui recrute, puisqu'on parle beaucoup de recrutement, l'électrique, notamment les bornes électriques, parce que pour tous ceux qui ont une voiture électrique, c'est parfois un peu la galère et parfois on a besoin d'une borne à son domicile. On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, l'électrique, on en parle beaucoup. Évidemment, il faut arrêter de consommer du pétrole. Voiture électrique, qui dit voiture électrique dit borne électrique. Ça cartonne et c'est un secteur qui recrute. On en parle avec Alexandre Bogols. Bonjour Alexandre, on est ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général de DBT. Vous êtes fabricant de bornes électriques, alors celles que vous voyez parfois sur des aires commerciales, des centres commerciaux, l'un des leaders français du secteur en France. D'abord quelques mots sur votre technologie, parce qu'elle est 100% française, il y a près de 100 salariés dans votre entreprise, et vous êtes en pleine progression. C'est ça, tout à fait. Alors DBT, c'est un groupe industriel français qui a été créé en 1990 dans les Hauts-de-France, juste à la sortie de Douai, où initialement on faisait des transformateurs de courant. Et c'est important aujourd'hui parce que ça reste l'ADN du groupe, où on maîtrise l'énergie. Et depuis 92, on est donc le pionnier en France de la borne de recharge pour véhicules électriques. Aujourd'hui, on les installe principalement en voirie, dans les mairies, du coup dans les villes, les régions, mais aussi beaucoup les centres commerciaux. Alors c'est un sujet que je connais bien parce que je suis moi-même utilisateur de véhicules électriques. Il y a un vrai sujet, quand vous les installez dans des mairies et que vous faites de la route, vous avez des bornes qui rechargent à 3 kWh, 7, ce qui fait que vous mettez 24 heures, autant dire que vous dormez dans votre voiture. C'est fini ce temps-là ou pas? C'est pas fini, mais en fait l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'avec la techno, on peut tout faire. On peut recharger soit en 10 heures, soit en 10 minutes. Et ce qui est important, c'est de mettre la bonne borne au bon endroit. Là, aujourd'hui, dans l'évolution du marché, on voit que l'essence, le baril va reprendre. On nous annonce un baril à $100. On va avoir une consommation vers l'électrique. Vous êtes capable de fournir là, parce que vous recrutez, est-ce que vous êtes capable de fournir? Alors on recrute pas mal, effectivement. Nous, on est sur un modèle, sur DBT, on est sur un modèle industriel classique où on conçoit, on a un bureau d'études d'une quinzaine de personnes, on fabrique, on a une quarantaine de personnes en production, et après avec les fonctions support et les fonctions commerciales, on a une centaine de personnes, 99 depuis hier. Une des raisons de notre succès, c'est qu'on a réussi à transposer les circuits courts qu'on connaît sur la distribution à l'industrie. Donc ça fait 30 ans qu'on existe, on a des partenaires historiques au niveau régional, au niveau national. On achète 98% de nos composants en France. Et aujourd'hui, la promesse, en plus de la qualité du fait en France, c'est des délais maîtrisés. Origine France garantie ou pas? Non. Est-ce que parce que c'est important de le dire, toutes ces objets, ce sont des objets électroniques qui viennent d'Asie. On a vu la difficulté sur les composants électroniques. Ça, vous l'assumez? C'est une marque employeur, ça aussi? Alors, il n'y a pas de label pour ce qu'on fait, même si on est labellisé French Tech. Il n'y a pas de label Origine France Garantie. Par contre, notre modèle, c'est qu'on conçoit la carte électronique, on va choisir les puces
Enfin, on va jusqu'à la puce. Ensuite, une fois qu'on l'a conçue, on a le 3D, on va la faire imprimer sur une entreprise de la région, à 50 km de chez nous. Et ensuite, on a les codeurs qui développent toutes les applications, depuis l'OS jusqu'à l'interface, pour être capable de maîtriser notre techno. Deux manières, soit vous vendez votre borne clé en main, vous la vendez, j'imagine que vous l'installez, vous la vissez, et ensuite au propriétaire du centre commercial de gérer sa borne, soit vous l'avez en location, on est d'accord. Ouais. Et là on arrive plus sur des modèles type Ionity où vous gérez de A à Z, c'est-à-dire que vous allez chercher l'énergie et vous la vendez. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on a une activité historique sur un modèle industriel où donc on vend la borne à un installateur, à un opérateur. On va aussi lui fournir tous les outils techno pour pouvoir piloter, vendre l'énergie, regarder qui s'est chargé, à quel moment. Et depuis un an, on a créé un nouveau service, une nouvelle filiale qui s'appelle R3 comme réseau recharge rapide, qui installe un réseau de recharge ultra C'est pas rapide. l'Audi, hein. Non, c'est pas l'Audi, mais c'est des bornes ultra rapides. Donc c'est les bornes qu'on est capable de vendre, mais sur R3, on est capable de les financer, de les installer sur des parkings de centres commerciaux. Recharge à 150 kWh pour ceux qui ont un véhicule électrique, ce qui va vous recharger en 20 minutes. Hein. En 20 minutes, on va récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie. Voilà, à condition d'avoir le véhicule qui va bien. Les profils de recrutement, c'est quoi? C'est les bureaux d'études, ce sont des gens qui sont sur les chaînes de fabrication, parce que j'imagine qu'il y a une chaîne de fabrication. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? On recherche et au niveau du bureau d'études, donc principalement des développeurs soft, pour continuer à maîtriser notre techno et ajouter des nouvelles fonctionnalités sur nos bornes. Ensuite, on recrute aussi en atelier, donc des outils, des agents de fabrication, sur soit des monteurs câbleurs, soit des assembleurs, soit au niveau commercial aussi, où on recrute des responsables de territoire, enfin des chargés de territoire, soit des développeurs grands comptes ou développeurs fonciers. D'accord, ceux qui vont aller démarcher concrètement les centres commerciaux et tous ceux qui auraient envie d'installer une borne. Juste, ça coûte combien une borne? J'aime pas répondre, ça dépend, mais ça dépend ce que vous voulez en faire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau techno, on peut tout faire. Une borne au domicile, Oui, c'est une boîte vide, quoi. ça va coûter à peu près 1 000 €. Une borne qu'on va retrouver sur une station-service, ça peut aller jusqu'à 50-60 000 € hors installation. Juste un mot, parce qu'on se souvient, et je crois que la réalité là, on est dedans, la grande usine de batterie dans le nord de la France, vous êtes dans le nord, avait peiné à recruter, parce qu'on n'avait pas les compétences. Comment vous faites pour trouver les compétences? Vous les formez vous-même? Donc dans le cadre de DBT, on a aussi Educarré, qui est une société de formation qui a plutôt vocation à former nos partenaires. Encore une fois, on est sur un modèle Indus, donc on ne va pas installer la borne, mais par contre, on forme nos partenaires à l'installation. Et par contre, on a aussi une grosse logique au niveau interne, au niveau bureau d'études, au niveau méthode, pour arriver à simplifier les étapes de production, pour pouvoir recruter des profils de plus en plus divers et variés et pouvoir les former en interne. On est d'accord, hein, c'est des nouveaux métiers que vous inventez là. Ouais. En partie des nouveaux métiers. En partie. Là, aujourd'hui, combien de postes ouverts avant de nous quitter? Une quinzaine. 15 postes ouverts chez DBT. Allez donc jeter un œil parce que c'est une entreprise qui cartonne, française. Vous faites des produits français que vous allez installer en France pour nous permettre de polluer moins parce que malgré tout, les voitures électriques n'émettent pas de gaz à effet de serre. On est d'accord? C'est ça. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Alexandre. Bon vent. Vous partez dans le Nord, j'imagine, sur votre site, Alexandre Bogols. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Bogols, oui, voilà, je suis sûr que vous allez me reprendre. Directeur général DBT. Un des leaders français avec le R3. Tout ça vous a été expliqué il y a quelques instants. Merci à vous, merci de votre fidélité. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Juchat, bien évidemment, merci à Aléa pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos réactions. À très très bientôt. Je serai là demain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.